Pensée du jour numéro 63. Aujourd'hui, une double pensée du jour. On va parler des tests assessments que je fais avec mes clients. On va parler aussi de respiration nasale et de l'évolution de ma pensée sur ce sujet-là. Donc, je vais commencer avec tout ce qui est du testing que je fais avec mes clients au départ. On m'a demandé, Saïd a demandé d'ailleurs, pour ceux qui veulent, pour ceux qui seraient intéressés à échanger un petit peu plus sur tous ces sujets et avoir une conversation un petit peu plus fermée, n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, ce qui est la plateforme alternative par rapport à WhatsApp. Il y a beaucoup de monde qui commence à se déplacer là-bas et on a la possibilité de créer des groupes comme sur WhatsApp. Et donc j'ai créé un petit groupe de conversation, Upside Strength Chat. N'hésite pas à venir nous rejoindre pour discuter sur cette plateforme. Tu peux m'écrire directement sur Telegram. Mon lien, je mettrai le lien tiens, dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur ce petit chat si tu veux continuer à échanger sur tous ces sujets. Saïd, qui fait maintenant partie du groupe, m'a posé une question par rapport à ce sujet-là, justement, qu'est-ce que j'utilise comme assessment, comme test avec mes clients quand je commence à travailler avec eux? La réponse, elle est simple, c'est que pour la plupart des gens, je ne fais pas de test de manière formelle. Euh, Si on parle d'athlètes, c'est différent et je toucherai là-dessus dans 2-3 minutes. Mais d'abord, pour monsieur, madame, tout le monde, j'aime pas faire des tests à proprement parler. Avant, j'avais un processus d'assessment, machin, ça me prenait 1 heure et demie. Honnêtement, j'aime voir les gens bouger dans la première séance. Donc, je vais leur donner un panel d'exercices très très basiques à faire, qui sont bien sûr, on va dire, en ligne avec leurs compétences individuelles à ce moment-là. Donc, pour une première séance, ça peut être quelqu'un qui a jamais fait de sport de sa vie, qui a jamais touché une charge. Ça peut être quelqu'un qui a eu des années d'entraînement, qui a arrêté, qui reprend. Il y a plein de scénarios différents, donc il faut toujours adapter les exercices à la personne à ce moment-là. Donc ça, c'est ce que j'essaie de faire numéro un. Et après, numéro 2, ce que je fais absolument, et ça surtout les premières séances, c'est que je note exactement tout ce qu'on fait. Je note en détail les répétitions, les exercices, les positions. Je note pas nécessairement les temps de repos, mais tout le reste, je note. Parce que ce qui est intéressant pour moi, c'est pas d'avoir un test avant-après, mais c'est vraiment de voir une tendance au cours du temps. Et si après 2 mois, je peux dire, bah, regarde ce qu'on a fait. Si je peux, par exemple, après 2 mois, ce que j'aime bien faire, c'est reprendre la séance numéro 1, la première séance qu'on a fait ensemble, qui va être en général assez tranquille, assez soft, pour justement, moi je veux les voir bouger. Donc ils vont faire un squat, ils vont faire un pousser avec le haut du corps, tirer avec le haut du corps, ils vont peut-être faire un pivot, donc un hinge, donc tout ce qui est au niveau de la chaîne postérieure avec le bas du corps, contrôle de la sangle abdominale avec différents exercices très très simples, un dead bug par exemple sur le dos, un gainage si c'est approprié pour leur niveau, etc. Donc tous des exercices très très basiques, mais je veux les voir bouger, je veux voir s'il y a des limitations, je veux voir s'il y a des adaptations à faire. Et après, ce sera toujours un équilibre entre choisir les exercices les plus appropriés pour qu'ils puissent entraîner le patron moteur qu'on veut entraîner avec cet exercice, tout en essayant de continuer à les challenger et de soit ajouter répétition, charge, complexité dans le mouvement, un certain tempo au mouvement. Et c'est comme ça que je vais progresser au cours du temps. Donc pour toujours les garder sur cette marge de progression progressive, mais jamais je donne jamais un back squat, par exemple, à un débutant qui a jamais fait de squat. D'ailleurs, il y a très peu de monde avec qui je travaille qui fait même des back squats, même s'ils ont un niveau assez avancé, à moins que ce soit prérequis dans tout ce qui est de leur compétition, de leur préparation physique. Mais sinon, honnêtement, il y a beaucoup d'autres exercices qui sont très très bons à faire aussi, qui peuvent avoir un stimuli et engendrer des adaptations, notamment de la force du bas du corps, etc., qui sont très très intéressantes, sans nécessairement devoir charger la colonne vertébrale de manière axiale comme ça, avec une barre derrière, qui est une position qui est très très avancée à mon avis par rapport à toutes les autres options qu'on a. Mais je digresse. Donc test, je ne vais pas de test à proprement parler, j'utilise les données que je collecte tout au long du processus d'entraînement et je m'y réfère de temps en temps. Donc par exemple, on va faire, je ne sais pas, là j'utilise beaucoup le rameur avec mes clients parce que je suis tout le temps en déplacement chez mes clients vu que les salles ont fermé. Et donc le rameur, ça devient un petit peu notre point de calibrage, on va dire, pour tout ce qui est endurance, cardio, technique sur le rameur. Et donc je vais utiliser ça, je vais peut-être utiliser une distance clé. Et ce n'est pas nécessairement la même pour tout le monde. Je sais que le 2000 mètres, c'est la distance référence, mais pour quelqu'un qui a jamais ramé dans sa vie et qui est très très hors de forme, qui est en surpoids, etc., peut-être que 12 minutes, 13 minutes, 14 minutes, ça fait beaucoup d'un coup pour commencer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On commence avec peut-être 6 minutes. Peut-être qu'après on monte à 7-8 minutes, peut-être qu'après on reste sur 10 minutes et je change certains paramètres au sein de ces 10 minutes au cours du temps, au fil des séances pour les faire progresser. Et après, comme j'ai dit, 1 mois, 2 mois, on peut regarder ce qu'on a fait au départ et dire voilà,
La moyenne sur tes 10 minutes, quand tu as fait ça la première fois, c'était, je ne sais pas, 3,18 en split. Et là, maintenant, on est passé en dessous des 3 minutes, on est à 2,30, etc., etc. Donc, je pense que c'est intéressant d'utiliser le processus d'entraînement comme point de calibrage en tant que tel. Donc, en gros, assessment training, pour moi, c'est plus ou moins pareil. Il n'y a pas besoin d'avoir des séances dédiées de tests, sauf cas particulier. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un test de spirométrie, donc qui est tout ce qui est capacité, volume expiratoire, volume expiré en 1 seconde, le ratio entre les deux. J'ai fait ça en début de séance avec un de mes clients aujourd'hui parce que je commence à collecter des datas là-dessus et que je m'y intéresse et que je veux apprendre. Ça, c'était un test, mais ce n'était pas formel. C'était pas « Ah, aujourd'hui, on va faire un grand test, machin ». Non, et en plus, ça a pris 6 secondes parce que c'est le temps que prend ce test-là. Donc, je pense qu'il faut au mieux possible marier l'entraînement et les assessments qu'on fait. Chaque jour d'entraînement, c'est un assessment en tant que tel, où on observe comment les gens bougent, on détermine si on peut avancer ou pas, etc. Donc, à mon avis, à mon avis, il faut s'éloigner des tests, on va dire des journées tests. De un, parce que ce n'est pas nécessaire pour la plupart des gens, hein. On peut dire que, voilà, par exemple, aujourd'hui, je décide que la personne est en forme, elle se sent bien. Les séries d'échauffement sur un développé couché, par exemple, sont très propres, vont très vite, bon ressenti. Boum, on va tester, je ne sais pas, un 3RM ou un 5RM, suivant ce qu'on a testé avant. Mais ça peut être décidé sur le tas, ça n'a pas besoin d'être établi à l'avance. Pareil, la semaine suivante, très bon squat, machin, on monte, on fait un top 7, et puis après on redescend, boum, ça c'était notre test. Mais des tests à proprement parler, j'en fais très très peu, sauf maintenant si c'est des cas particuliers, comme je disais avant, avec des athlètes, où là, par exemple, je vais faire un test, je ne sais pas, un test avec le Moxy. Là, c'est clair que ça va être un petit peu plus ciblé et ça va être une séance de test, parce que ça va durer 1 heure et demie, suivant les tests qu'on fait. Donc là, on va dédier un petit peu plus de temps là-dessus et puis on va prendre une séance à part entière pour faire ces tests. Et après, on va essayer d'utiliser ces datas au mieux pour continuer la programmation. Mais je pense que essayer d'utiliser les entraînements au jour le jour pour calibrer et recalibrer la programmation, c'est le plus intéressant pour moi. Plutôt que de prendre du temps d'entraînement pour faire des tests, au final, il faut vraiment qu'on puisse justifier ce temps qu'on passe à faire des tests. Est-ce qu'on peut justifier le temps qu'on investit? Par exemple, avec mon équipe de rugby, ici à Nyon, le seul test que je faisais, c'était un demi-cooper, donc un 6 minutes sur une piste, parce qu'on a une belle piste au stade. Et ça me donnait assez d'informations pour séparer mon équipe en 3 groupes, en sachant que j'avais 2 équipes seniors, entre 30 et 40 personnes par entraînement, environ 45 des fois. Et donc ça me permettait d'avoir 3 groupes pour tout ce qui est du travail d'endurance, des courses tempo, etc., des intervalles. Et c'était toutes les informations que je pouvais utiliser. Je n'ai pas organisé de séance de test de vitesse, par exemple, même si j'aurais bien voulu le faire et je vais le faire, je pense, à l'avenir. Mais jusqu'ici, j'ai simplement pas le temps d'utiliser les datas qu'on va collecter. Et ça, c'est super important aussi. Faire des tests pour faire des tests, voilà, c'est du temps qu'on ne passe pas à s'entraîner. Et donc, il faut vraiment pouvoir justifier ce qu'on fait avec les données qu'on collecte. À mon avis, il faut vraiment bien réfléchir quand on fait des tests qui sont dédiés. À quoi ça va nous servir? Est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces informations dans l'entraînement? Ou est-ce qu'on pourrait avoir des données similaires, sans test dédié, qui pourraient quand même nous orienter sur le processus de programmation et de progression? Donc, je pense que c'est une idée qui est intéressante à creuser un petit peu. Je serais curieux de savoir ce que toi tu fais, toi au sens large, tous ceux qui regardent. Donc n'hésite pas à me noter dans les commentaires sous la vidéo, une fois que tu as regardé, ce que toi tu fais, comment toi tu détermines la progression, comment on va aussi montrer le progrès aux clients, aux athlètes, c'est très, très important. Donc de pouvoir quantifier, de pouvoir dire voilà, là tu as fait ça et 2 mois plus tard tu as fait ça, c'est ça qu'on veut. Donc comment est-ce que toi tu fais ça? Ça m'intéresse, mets-le dans les commentaires. Deuxième sujet pour la pensée du jour. Respiration nasale. J'ai lu il y a un petit moment The Oxygen Advantage, Patrick McEwen, je crois que c'est le nom de l'auteur, et qui est vraiment, on va dire, all-in sur la respiration nasale, pour le côté santé, pour le côté performance également. J'étais très très intéressé par ce livre, je l'ai lu, je l'ai mis en application sur moi-même, je suis sorti faire pas mal de tours à vélo il y a on va dire 3 mois de ça, quand le temps était encore bien, que il n'était pas aussi froid que ça. Et j'ai fait des 30, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes seulement avec respiration nasale. Au début, c'était dur, après ça s'est amélioré un petit peu, comme tout, je pense. Un bon ressenti de manière générale. Donc on va dire, j'étais très, pas engagé, mais j'étais assez
surpris de manière positive par ces choses-là. Et je me suis dit, écoute, ça peut être une bonne idée d'utiliser la respiration nasale pour peut-être moduler l'intensité de certaines séances, peut-être les séances qu'on veut garder avec une intensité assez basse, ça peut être intéressant de les faire en respiration nasale. Mais après, j'ai parlé avec deux pointures de tout ce qui est du système respiratoire. Je les mettrai juste ici. C'est tout d'abord Jerome Dempsey, de Dr. Jerome Dempsey. Il a 55 ans d'expérience en physiologie respiratoire et en physiologie appliquée. C'est vraiment on va dire, le grand-père de tout ce qui est de la recherche respiratoire, pulmonaire, etc. Donc, un monsieur en connaît un paquet là-dessus. J'en ai parlé pendant notre interview, d'ailleurs, va écouter le podcast si tu ne l'as pas encore fait. Et il était absolument choqué que quelqu'un parle de ça, il n'était même pas au courant que ce livre existait. Il était très choqué dans le sens où une des premières choses qu'il a dit pendant l'interview, c'est que le système respiratoire, il est extrêmement bien réglé. C'est une machine qui est extrêmement bien réglée. Les senseurs, les chemoreceptors, je ne sais même pas comment ils s'appellent en anglais, les récepteurs chimiques peut-être, qui vont être sensibles au niveau de CO2, à la pression partielle de CO2 dans le sang, à l'acidité aussi du système, aux ions d'hydrogène, etc. Ces capteurs-là sont extrêmement sensibles et ils vont faire qu'on régule naturellement notre volume inspiratoire, expiratoire et surtout notre fréquence respiratoire. On va ajuster ça de manière automatique, hein. Le système est très très bien réglé. Et le problème avec la respiration nasale et d'autres pratiques de respiration, on va dire contrôlée, c'est qu'on va en gros appliquer un effort conscient sur un processus qui devrait être automatique si on veut. Et donc cette respiration et cette progression vers le haut de fréquence respiratoire avec des intensités d'effort qui augmentent, ça c'est quelque chose qui se fait naturellement, on n'a pas besoin d'y toucher, on n'a pas besoin de l'influencer. Est-ce qu'on peut l'entraîner quand il y a des déficits? Absolument. Par exemple, il y a des gens arrivés à une certaine fréquence respiratoire, je ne sais pas, on va dire 50 respirations par minute, ils perdent leur volume. Donc ça veut dire qu'ils n'arrivent plus à ventiler le même volume sur chaque inspiration-expiration qu'ils le faisaient auparavant. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut entraîner avec un Spiro Tiger, avec d'autres outils également, pour faire en sorte qu'on reste efficient avec notre respiration, peu importe à quel niveau on se trouve sur cette échelle de, on va dire, 18 respirations par minute qui serait en zone 1, donc intensité très très basse, jusqu'en zone 4 ou 5, on va arriver jamais vraiment au-dessus de 55 respirations par minute parce qu'après on perd vraiment beaucoup en volume. Donc entre 18 et 50, 55 respirations par minute, c'est vraiment le spectre qu'on veut garder et on veut que ce soit proportionnel aux différentes intensités et on ne veut pas que ce soit forcé. Et voilà, donc je reviens au problème de la respiration nasale. Si on force ça, si on se force à respirer par le nez, c'est un canal qui est déjà beaucoup plus petit que celui de la bouche. Donc déjà, on va réduire de facto la capacité respiratoire qu'on a en respirant par le nez. Donc en gros, la conclusion que j'ai tirée de ma conversation avec non seulement Jerome Dempsey, mais aussi ensuite avec Daniel Crumbach, qui est à mon sens un des experts les plus calés sur tout ce qui est du travail respiratoire à l'heure actuelle, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en tout cas. Et lui, il m'a dit la même chose. En gros, si c'est pour la santé, si c'est dans la vie de tous les jours, pas d'effort, tu marches, tu dors, tu fais rien, tu peux respirer par le nez, il n'y a aucun problème. Ça, c'est sûr que c'est peut-être plus intéressant que de faire ça quand tu n'as pas besoin de faire ça. Maintenant, dès que tu parles d'effort, dès que tu parles d'intensité, dès que tu parles d'exercice, à ce moment-là, en gros, il faut oublier la respiration nasale, d'après ces deux experts donc. Et je tends à être d'accord avec eux dans ce sens-là, d'où justement, enfin, de par mes conversations. Et donc, dès le moment où tu commences à ajouter de l'intensité, à aller un petit peu plus vite, un petit peu plus fort, que juste marcher ou rien faire, il faut respirer comme il te semble bon de le faire et il ne faut pas te forcer à respirer d'une certaine manière ou autre. Il ne faut pas essayer de ralentir ta respiration, il ne faut pas essayer de respirer que par le nez parce que, tu vas restreindre le volume d'oxygène, d'air que tu peux prendre sur chaque respiration, et donc ça on ne veut pas le faire parce qu'on sait qu'au final c'est l'oxygène qui pousse tout ce qui se passe en termes d'effort. Donc si on réduit déjà la quantité à laquelle on a accès, eh ben déjà on se tire une balle dans le pied. Donc il ne faut pas faire ça, il ne faut pas respirer par le nez quand on parle d'intensité et d'effort, et il ne faut surtout pas essayer de contrôler la façon dont on respire pour essayer, comme j'ai dit, de soit respirer plus lentement, soit respirer plus vite. Par exemple, Dan me montrait des exemples de graphiques
de data de ventilation avec des personnes qui ont appris à respirer à 40 respirations par minute, peu importe l'intensité à laquelle ils étaient. Donc même en zone 1, même où c'est super facile, intensité très très basse, ils sont déjà en train de respirer à fond. Et donc ça fausse complètement leur capacité à justement, en gros ils ont reprogrammé leur système respiratoire et c'est pas une bonne chose. Ça demande beaucoup de corrections après coup et donc de faire ça de manière volontaire, ça peut être très très néfaste sur les performances. Donc c'est pas recommandé. Donc voilà un peu l'évolution de ma pensée sur ce sujet de respiration nasale. Au repos, en marchant, très bien. Dès qu'on parle d'exercice, il faut faire attention parce que pourquoi est-ce qu'on essaierait de faire quelque chose de plus difficile, donc respirer par un canal qui est plus petit que celui de la bouche, déjà de prime abord. Et ensuite, on parle de tous les bénéfices de l'air qui passe par le nez. Mais au final, je pense que il y a un petit peu trop, c'est un petit peu exagéré, tout ce qui est des bénéfices, entre guillemets. Je veux dire, si c'était vraiment aussi simple que ça, tous les meilleurs dans le monde de l'endurance respireraient que par le nez. Ça se fait pas, ça se fait simplement pas. C'est pas quelque chose qui se fait. Est-ce que le travail, encore une fois, le travail respiratoire spécifique peut être bénéfique? Absolument, mais ça doit être contextuel, ça doit être par rapport à des datas qu'on a collectées, à des protocoles qu'on met en place pour essayer d'avoir des adaptations précises par rapport à ces choses-là. Donc voilà, pour le mot de la fin. En résumé, les tests seulement si on peut les justifier avec nos clients et nos athlètes. Et finalement, respiration nasale au repos, oui. Pendant l'exercice, à mon avis, c'est mieux pas. Mais encore une fois, je suis content d'entendre ton avis sur la question. Donc, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Et rejoins le chat Telegram, comme je l'ai dit auparavant. Le lien sera dans la description. Rejoins ce petit chat. Tu peux poser tes questions. On peut échanger sur différents sujets. Tu peux proposer des idées aussi pour les pensées du jour à suivre. Et puis, je me réjouis de te voir dans le chat. Et puis, à bientôt pour une prochaine pensée du jour. Ciao.